Ah, j'ai beau chercher, je ne comprends pas. Pourtant... Bah oui, je suis bête. Les analyses sont formelles, c'est de la crotte. Souvent c'est comme ça, hein, avec les jeux comme ça à grosse licence. Le taux de crotte est anormalement élevé, regardez. C'est même faramineux. Et c'est toujours comme ça, hein. Quelle que soit la machine, quelle que soit la console, c'est pareil, souvent les grosses licences, c'est de la bouse. Ah évidemment, il y a longtemps, c'était pas comme ça, hein. À l'époque, Sega et Nintendo étaient en guerre et question jeu, croyez-moi, ça rigolait pas. D'ailleurs, à l'époque, une grosse licence, c'était carrément synonyme de qualité. Il y avait Disney qui faisait des jeux absolument fabuleux pour Sega, peut-être même les meilleurs jeux des années 80 et 90 qu'on pouvait trouver sur une console Sega. Et croyez-moi, à l'époque, c'était pas du caca. Il faut absolument que je vous montre ça. Allez hop, c'est parti pour le château de l'illusion où on va retrouver Mickey, d'abord sur Master System et ensuite sur Mega Drive. Et après, on retrouvera carrément Donald, histoire de vous faire voir que c'était pas un coup de bol cette réussite. Allez hop, c'est parti. Nous voici donc sur Master System dans les bois du château de l'illusion. Le compteur spatio-temporel est formel, nous sommes en 1990. Alors que la console 8 bits de Sega fait tourner ses jeux de deuxième génération, Mickey Mouse Castle of Illusion nous donne une bonne claque et nous annonce que la prochaine génération arrive encore plus belle, encore plus impressionnante. Malgré son côté trop mignon, avec ses petites formes simples et très colorées, et bien que le jeu respire la douceur de vivre, ne vous y trompez pas, la difficulté est très présente, peut-être même un peu trop au goût de certains. Le scénario est le même que sur Mega Drive, cependant cette version bénéficie d'environnements et de monstres exclusifs. Et oui, on ne plaisantait pas avec les portages à l'époque. La réalisation est un modèle du genre, les attitudes et les mimiques de Mickey sont nombreuses, avec un souci du détail assez incroyable. En plus, on peut jouer avec un héros de Disney dont l'arme principale est le cul, et c'est quand même un grand moment. Et nous voici, toujours en 1990, mais cette fois dans la version Mega Drive de Castle of Illusion. Quelle que soit la console, le scénario est le même. Aux abords de la délicieuse ville de Vera, le bonheur coule à flot. Les jupes volent au vent et les culottes nous font des clins d'œil. C'est simple, on se croirait dans une folle farandole qui nous traîne et nous entraîne. Enfin, tout ça, c'était jusqu'à ce que la vilaine, que dis-je, la très vilaine et terrible jalouse sorcière Mirzabel s'empare de l'innocente et toute mini. Mais bon, notre Mickey n'est pas du genre à baisser les bras, et le voilà qui galope derrière le balai volant jusqu'à ce qu'il tombe sur le château de l'illusion. La situation est simple, il faut récupérer les 7 pierres de l'arc-en-ciel avant de pouvoir affronter la vieille bique, et il ne s'agit pas trop de faire du tourisme car la sorcière ne va pas tarder à procéder à un échange de corps, rien que ça. Dès le premier coup d'œil, la différence avec la version Master System est flagrante. Mickey peut sauter, se baisser, se balancer au bout d'une corde, et son attaque laisse à penser qu'il portait alors le fameux slip de compétition rouge tout en béton, également très apprécié de Superman. Impossible de se tromper cependant, nous nageons en plein Disney. Tout y est très mignon, y compris les monstres à qui on donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. En tout, ce sont 5 mondes très différents, riches et originaux, avec une réelle identité et une sublime musique que notre souris traverse pour enfin atteindre son but. Lorsqu'on évoque la Mega Drive, tout le monde dégaine Sonic un peu trop rapidement, ce qui est assez injuste, tant Castle of Illusion a contribué au succès de la console. Si aujourd'hui, beaucoup de jeux issus de grosses licences semblent tout droit sortis d'une grosse chaîne de montage, avec des mécanismes vus et revus, ici nous avons sous les yeux un petit bijou taillé main. Il fourmille de détails attachants et originaux pour l'époque, comme le petit balancé d'arrière en avant du personnage lorsque le joueur ne touche plus à la manette par exemple. Ou encore des passages mémorables avec une course effrénée de Mickey, poursuivie par une énorme pomme qui menace de le réduire en compote.
Allez, la cerise sur la cartouche, la petite marque de fabrique des jeux Disney en ce temps-là, c'était le petit gag final. Regardez-moi ce preux chevalier touché par un doux baiser. C'est pas trognon ça, madame? Alors évidemment, je vous entends d'ici. Oui, c'était peut-être un coup de chance quand même, hein, ce Castle of Illusion. Je vous connais comme si je vous avais fait. Et votre esprit critique me plaît. Eh ben non, c'était pas un coup de chance. Et la preuve, la voilà, un an plus tard, toujours sur Mega Drive, mais en compagnie de Donald cette fois. Notre canard déniche une carte au trésor dans le grenier de son oncle Picsou et réquisitionne ses 3 neveux, Riri, Fifi et... Loulou? Oui, c'est moi. Pour partir à l'aventure. Malheureusement, son ennemi de toujours, patibulaire, et pas sourd non plus, s'invite à la fête et transforme le périlleux voyage en cauchemar. Si graphiquement le jeu est plus riche, c'est du côté du gameplay que l'on trouve les plus nettes améliorations. Avec des pouvoirs ponctuels, comme l'invincibilité qui ferait passer Marie-Josée Pérec pour une grabataire unijambiste lorsque vous incurgitez assez de piment. Et puis aussi des pouvoirs permanents comme escalader des parois ou s'accrocher à des oiseaux lorsque vous avez trouvé les bons objets dans les différents niveaux. Pour ce qui est des musiques, cet épisode ne déroge pas à la règle. Elle colle parfaitement à l'ambiance de chacun des niveaux et on les garde en mémoire. En tout, le jeu propose 9 niveaux qui sont autant de destinations exotiques. Soit accessibles dès le début, comme le Mexique ou la Transylvanie, soit à débloquer, comme l'Égypte ou le pôle Sud. Il n'était pas rare de quitter un niveau sans réussir à le terminer, afin d'en parcourir un autre à la recherche de l'objet, en général une bonne grosse ventouse, qui permettrait de débloquer la situation. Finalement, à cette époque, chez Disney, ils étaient très culs. Après les attaques au slip de Mickey, nous avons le débouchiote de Donald. Les jaunes pour paralyser, les rouges pour escalader et les vertes pour s'agripper. Une fois encore, les références sont nombreuses et la plus évidente est ici Indiana Jones, comme dans cet embardé en chariot de nuit. Comme son illustre modèle, Donald recherche des trésors dans le monde entier en déjouant des pièges et des ennemis. Et puis bien sûr, il a calqué sa fameuse tenue sur celle d'Indiana Jones, notre canard WC, notre canard vraiment cinéphile. Une fois encore, c'est une réussite aussi bien technique que commerciale, surtout pour l'époque. Disney et Sega s'affirment comme de véritables créateurs de hits en puissance. Tradition oblige, il nous gratifie du petit gag final. Bon, pas de quoi se retourner les tripes et se fracasser la tête sur le chauffe-eau, mais moi, le petit bisou, il me fait craquer. Ah, les petits bisous. Ah, j'adore les petits bijoux. Oh là, du concentré d'émotion, vite. Ah, je vais le récupérer, ça va m'aider pour mes recherches. J'ai rien trouvé de mieux que ces bons vieux jeux pour en récolter. Ah, les petits amis, grosse licence ou pas, après tout, on s'en fout. Hein. Le principal, c'est qu'à la fin d'un jeu vidéo, on soit ému et on soit heureux d'avoir vécu une belle histoire. Et à l'époque, Disney, c'était les champions pour faire ça. Bon allez, moi je vous laisse, je retourne à mes analyses. Elle doit bien exister quand même, la formule qu'empêche la création de grosses boosts dans le jeu vidéo. Allez, à bientôt sur Game One.